C'est sans doute le protagoniste le plus malchanceux que j'ai jamais vu. Yokito est enfermé dans un tonneau par son propre père qui s'apprête à le jeter en mer, le qualifiant d'une épreuve. Il s'avère que son père est le chef d'une secte religieuse. Selon lui, si Yokito survit 3 jours en mer, il pourra alors devenir le nouveau chef de la secte. Il accroche ensuite un pendentif symbolisant la divinité autour du cou de son fils, dont le visage reflète une profonde lassitude. Puis les hommes jettent le héros dans la mer. À peine submergé, des flashbacks de sa vie défilent dans son esprit. Son existence n'a été qu'une longue souffrance sous l'emprise de son père. Il n'a jamais pu nouer de relation amoureuse. À peine était-il un peu proche d'une fille qu'une foule de croyants fous venait immédiatement l'emporter. Parfois, il devait aussi accomplir des actions insensées, comme traverser un feu ou une cascade, dans le but de forcer une conversation avec la divinité. Mais le plus cruel, c'était que même en regardant des vidéos joyeuses et colorées, ses yeux restaient vides et sans éclat. En repensant à tout cela, le héros ne peut s'empêcher de se demander comment il a bien pu survivre jusque-là. Ainsi, dans un flot de souvenirs tristes, il ferme les yeux et sombre au fond de la mer. Avant de fermer complètement les yeux, il ne peut que prier espérant renaître dans un monde sans Dieu ni religion. Lorsque Yokito rouvre les yeux, il découvre une fille étrange en train d'étudier son cours de SVT. La fille nommée Arlal s'excuse auprès de lui et promet de le servir de tout son cœur jusqu'à ce que son levier soit réparé. Bien que notre héros soit un peu perdu, en observant l'architecture médiévale autour de lui, il comprend qu'il a été réincarné dans un autre monde. Il demande alors à Arlal où se trouve la guilde des aventuriers, mais elle ne comprend pas ce qu'il dit. Pensant qu'il cherche simplement un travail, elle l'emmène dans les champs. Alors que le héros laisse tomber son outil en soupirant, un blond s'approche. Ce dernier déclare que toutes les femmes du village lui appartiennent et ordonne au héros de rester loin d'Arlal. C'est alors qu'un homme se présentant sous le nom de Klen interrompt le blond et annonce qu'il a une mission à confier au héros. Il lui tend ensuite une dague. Pensant enfin recevoir une mission d'aventurier, le héros est plein d'espoir. Mais Klen l'emmène finalement dans un vignoble, où la fameuse mission consiste simplement à récolter des raisins. Il croit d'abord qu'il s'agit d'un test pour évaluer la détermination du joueur, d'où la monotonie délibérée de la tâche. Il active alors une vitesse x8 et se met à cueillir frénétiquement. Résultat, Yokito dépasse largement la quantité requise, ce qui pose un problème au blond et à Klen. Les raisins ne pouvant pas se conserver longtemps, l'excédent est normalement destiné à être jeté. Toutefois, pour le héros venu d'un autre monde, ce n'est pas un problème. Il transforme directement les raisins en vin. Le blond commence alors à le regarder différemment, car dans ce monde, le vin est un produit de luxe, inaccessible pour les simples villageois. Bien sûr, la fermentation du vin demande aussi du temps. Yokito est dans ce monde depuis 2 mois et demi maintenant, mais à part cultiver les champs, nourrir les poules et fabriquer du vin, aucune quête d'aventurier digne de ce nom ne se présente. Durant cette période, il loge dans l'auberge tenue par Arlal et sa sœur Cyrielle. À ce stade, il est complètement résigné, car cette vie Isekai n'a rien à voir avec ce qu'il avait imaginé. Ce jour-là, alors que Yokito travaille au champ, un homme surgit de la forêt criant au héros de fuir au plus vite. Juste après, un monstre en 3D émerge aussitôt du bois. Le blond explique calmement qu'il s'agit d'une créature maléfique, mais Yokito stupéfié incapable de battre un monstre de tel niveau. Le blond lui fait signe de ne pas s'inquiéter, et sort un grimoire de sa poche avant d'adopter une posture de lancement de sort, ce qui fait croire au héros qu'il va utiliser de la magie. Heureusement, grâce à sa connaissance du terrain, le blond parvient à échapper au monstre en se cachant dans une grotte. Yokito, perplexe face à cette tournure, exige de savoir pourquoi ils ne combattent pas. Le blond explique alors qu'aucun humain ne peut vaincre ces créatures. Quant au prétendu grimoire magique, il s'agit en réalité d'un simple guide de survie. Yokito n'a plus les mots. Il réalise enfin que ce monde ne possède aucun concept de magie. Ainsi, il se laisse complètement aller. Après tout, il n'y a pas de roi démon dans ce monde. Comparé à sa vie précédente, celle-ci ressemble presque à un paradis. En discutant avec Arlal, il apprend d'ailleurs que ce monde n'a pas seulement banni la magie, mais qu'il est aussi totalement dépourvu de concepts surnaturels, y compris les dieux et les religions. À ce moment-là, Yokito découvre une bête démoniaque morte devant lui et se prépare à l'enterrer. C'est alors qu'il réalise soudain n'avoir jamais vu de cimetière dans ce monde. Avant qu'il ne puisse clarifier cette pensée, le blond et Arlal apparaissent derrière lui, inquiets de ne pas l'avoir trouvé dans sa chambre. En le voyant sain et sauf, le blond s'approche de lui d'un air sérieux, et lui révèle d'une voix tremblante qu'il existe des écrits interdits dans la capitale. Quiconque les découvre risque d'être éliminé. Yokito croit enfin que le scénario principal qu'il attendait est sur le point de commencer. Le groupe se rend ensuite directement dans la capitale afin de mettre la main sur le livre interdit mentionné par le blond. Devant eux se dresse un bâtiment au design étrange, qui n'est autre que le palais impérial. Dans ce monde, toutes les connaissances concernant l'agriculture, les méthodes pour repousser les bêtes démoniaques ou même des savoirs du quotidien ont été transmises par l'empereur. De plus, le blond met en garde Yokito d'éviter de parler aux habitants de la ville, car les gens de leur village sont particulièrement mal perçus. Mais alors que Yokito, curieux, s'apprête à poser une question, le blond se précipite soudain vers la librairie. Une fois arrivé à la librairie, les trois découvrent le livre interdit évoqué par le blond. Piqué par la curiosité, Yokito l'ouvre aussitôt. Et là, il est complètement sans voix. Ce soi-disant ouvrage interdit n'est en réalité qu'un simple carnet de croquis gribouillés. Mais derrière lui, Arlal et le blond rougissent vivement, s'exclamant que c'est audacieux. Pour le héros,
Ce genre de gribouillis pourrait tout à fait apparaître dans une exposition d'art ordinaire, et il n'y voit donc rien d'extraordinaire. Ensuite, le blond et Arlal, chacun ayant acheté un exemplaire, s'apprêtent à rentrer au village. Cependant, sur le chemin du retour, Yokito remarque un attroupement. En s'approchant, il découvre qu'il s'agit d'une exécution publique. Sur ordre d'un soldat, les condamnés avalent leur fiole de poison, laissant Yokito profondément bouleversé par cette scène cruelle. À ce moment-là, Arlal tire précipitamment le héros à l'écart, puis le visage sombre lui explique que dans ce monde existe un système d'échéance. Les citoyens arrivés à un certain âge doivent obéir à l'ordre du pays de se suicider. Cependant, le blond informe le héros que leur village est une exception et n'est pas soumis à cette règle. Yokito, rassuré, quitte les lieux avec lui. Mais au regard inquiétant d'Arlal, la situation ne semble pas si simple. De retour au village tard dans la nuit, alors que Yokito s'apprête à dormir, Arlal surgit soudain sous sa couverture. Sous l'influence du livre interdit, le héros se retrouve une fois de plus pris pour cobaye par les manigances d'Arlal. 2 hours later. Après s'être enfin défoulé, Arlal retrouve enfin sa raison. C'est d'ailleurs à cause de ce genre de comportement qu'elle a été envoyée dans ce village nommé isolement. Tous ceux qui craignent au système d'échéance et n'intègrent pas à cette société seront isolés. C'est pour cette raison que les étrangers les méprisent. Mais le protagoniste est différent. Non seulement il ne les rejette pas, mais il leur enseigne également toutes sortes de connaissances étranges. Plus important encore, il se laisse toucher à des endroits inhabituels. Yokito confie d'ailleurs qu'il n'était pas non plus bien vu dans son ancien monde. Pour lui, Arlal et les villageois sont ses tout premiers véritables amis. À ce moment-là, Arlal remarque soudain la pierre au cou de Yokito. Il s'agit du pendentif que son père lui avait accroché juste avant sa mort. Voyant qu'elle l'apprécie, Yokito décide de le lui offrir. Après l'avoir remercié, Arlal se lève et quitte la chambre. Mais en partant, elle laisse entrevoir une expression comme si elle disait « je vais mourir demain ». Pendant ce temps, le blond, Klein et Cyriel partagent un verre dans une ambiance pesante. Le lendemain, Yokito constate que l'auberge n'a pas ouvert ses portes et découvre le blond étendu devant l'entrée, le visage couvert de bleu. De sa bouche, il apprend que les deux sœurs ont été emmenées par les soldats. Eh bien, il s'avère que c'est aujourd'hui qu'elles doivent être exécutées. À cet instant, Klein arrive avec sa calèche tirée par un dinde. Sans hésiter, Yokito saute à l'arrière et tous deux foncent vers la capitale. Pendant ce temps, les soldats plaquent Arlal au sol. Dans cet instant critique, Yokito arrive et repousse un garde d'un coup de pied, la sauvant ainsi. Mais il se retrouve rapidement encerclé par les troupes. En voyant Cyriel déjà exécuté, une colère sourde le submerge. C'est alors que le capitaine des chevaliers Bertrand fait son entrée. Face à l'insolence du héros, il le remet rapidement à sa place. Yokito impuissant, et ne peut que regarder Arlal se faire exécuter sous ses yeux. En voyant Arlal sans le moindre signe de vie, Yokito ressent un profond désespoir. Il remarque soudain le pendentif de son père. Pour la première fois, il espère désespérément qu'une divinité existe et intervienne pour sauver Arlal. C'est alors qu'en serrant le pendentif, il prononce la prière d'invocation divine, apprise de son père. Contre toute attente, la divinité se manifeste réellement. Mitama se réjouit que Yokito se souvienne enfin d'elle. Mais le héros est déjà éteint, ce qui déclenche en elle une rage fulgurante. D'un geste, elle engloutit les soldats responsables de sa mort. Puis par sa puissance divine, elle ressuscite Yokito, ainsi que les deux sœurs. Yokito, athée convaincu, admet enfin la vérité des paroles de son père, chef du culte. Les cruautés extrêmes subies dans sa vie antérieure n'avaient pour unique but que de le préparer à invoquer la vie contenue dans le pendentif. Les trois retournent ensuite au village. En les voyant sains et saufs, les villageois organisent une fête pour célébrer leur retour, mais Yokito reste préoccupé. Après tout, ils ont enfreint le système de fin de vie imposé par l'État, et il est certain que les autorités ne les laisseront pas s'en tirer aussi facilement. Face à la force dérisoire de leur petit village, il leur est tout simplement impossible de rivaliser avec une nation. Désormais, leur seul espoir repose sur cette divinité à la longue mèche. Mais avant même qu'il ait le temps de réagir, Mitama lui saute dessus. Au même moment, après avoir aperçu la divinité, le blond affiche soudain un regard étrange. Bien qu'il soit rejeté avec mépris par celle-ci, cela réveille accidentellement la perversion enfouie en lui. Cette révélation soudaine dégoûte profondément les trois autres. À ce moment-là, Yokito demande à la divinité si elle se sent capable d'affronter l'armée impériale. Elle lui répond que ce serait un jeu d'enfant. Grâce à sa puissance divine, elle pourrait déclencher une inondation et balayer toute l'armée sans le moindre effort. Rassuré par ces paroles, Yokito se détend aussitôt. Après tout, maintenant qu'il a été réincarné, il serait impensable de ne pas avoir au moins un atout surnaturel en réserve. Hélas, sa satisfaction ne dure pas longtemps. La divinité commence soudain à incanter devant une coupe vide, laissant Yokito complètement abattu. En effet, la soi-disant inondation ne consiste finalement qu'à remplir un simple verre. Un peu déconcerté, la divinité consulte alors le registre de ses fidèles et découvre avec stupeur que leur nombre est tombé à 0. En réalité, sa puissance dépend entièrement du nombre de ses adeptes. Avec 0 fidèles, cela signifie qu'elle est devenue totalement inutile. Au même instant, des villageois font irruption dans la taverne pour avertir Yokito. Le royaume enquête déjà sur les troubles qu'ils ont provoqués. Autrement dit, l'armée ne va pas tarder à débarquer. Mais ce blond peu fiable assure qu'avec Yukito, rien n'est un problème. Yokito, quant à lui, ne peut que l'accepter d'un air mal assuré. Après tout, il était trop gêné pour leur jeter un seau d'eau froide en public. Par la suite, Yokito se rend seul au bain public. Là, il finit par craquer, criant qu'il n'a aucun moyen de résoudre ce problème.
C'est alors qu'une idée lui traverse l'esprit. Puisque Mitama peut retrouver ses pouvoirs grâce à de nouveaux fidèles, il suffit de lui en recruter. Et qui de mieux que ce lubrique de blond pour inaugurer la liste? Face aux belles jambes de la divinité assorties d'un verre de vin rouge, le blond accepte sans hésitation. Mitama consulte aussitôt son interface et constate avec soulagement que le nombre de ses fidèles a bel et bien augmenté. Ainsi naît officiellement une religion ne comptant que 3 membres. Pour que Mitama obtienne plus de fidèles, les 3 commencent à prononcer des discours publics dans le village. Sauf que Mitama passe son temps à raconter des broutilles, l'âge auquel le héros a commencé à faire pipi dans son pantalon ou le nombre de grains de beauté qu'il a sur les fesses. Yokito est à bout. D'un ton sérieux, il lui ordonne de proposer quelque chose de concret, comme accomplir un miracle par exemple. Mais avec uniquement le blond comme fidèle, la divinité en est tout simplement incapable. Yokito n'a donc d'autre choix que d'improviser un nouveau discours et commence à embobiner les villageois. Sa méthode consiste à utiliser un art divinatoire appris dans sa vie précédente auprès d'un voyant. Il suffit de prononcer des paroles vagues et ambiguës pour que l'interlocuteur fasse lui-même le rapprochement. Cette fois, il prend Arlal pour cible. Mais au moment où celle-ci est sur le point de mordre à l'hameçon, Mitama l'interrompt soudain et révèle que Yokito préfère les petites. Arlal s'effondre complètement, réclame qu'on lui apporte une hache pour découper cette chair en trop. Yokito n'en peut vraiment plus. Avec cette divinité idiote à ses côtés, recruter des fidèles devient un vrai casse-tête. Pourtant, il refuse de se résigner. Après plusieurs jours d'efforts et de tentatives, il sombre finalement dans le désespoir. Il réalise à quel point fonder une religion est difficile et ne peut s'empêcher d'admirer la ténacité de son père. À cet instant, Arlal entre précipitamment, tenant son animal de compagnie Chilchil dans les bras. Il s'avère que Chilchil a accidentellement ingéré un poison destiné à éliminer les bêtes démoniaques. Yokito souhaite l'emmener en ville chez un vétérinaire, mais sa sœur secoue la tête. Dans ce monde, il n'existe tout simplement pas de métier de médecin, encore moins d'antidote. Bien que Chilchil leur soit aussi cher que la famille, ils ne peuvent que le regarder mourir, impuissant. Mais Yokito ne se résigne pas. Avec l'aide de Mitama, Yokito parvient à trouver des herbes antidotes. Il en fait une potion et la fait boire à Chilchil. Alors que les deux sœurs croient l'animal sauvé, Chilchil recrache soudain le remède avant de fermer les yeux. À cet instant, les deux sœurs fondent aussitôt en larmes de chagrin. Voyant Yokito paniquer, Mitama enveloppe Chilchil de son pouvoir divin. L'instant d'après, Chilchil rouvre les yeux et reprend vie. En voyant cela, les sœurs sont infiniment reconnaissantes. En revanche, Mitama ayant trop puisé dans ses forces, se retrouve complètement à sec. Après tout, en ne comptant que sur le blond comme unique fidèle, elle avait déjà atteint ses limites. À cet instant, profondément émues, les deux sœurs deviennent à leur tour des fidèles de Mitama. En voyant le nombre de ses fidèles augmenter, celle-ci reprend instantanément vie. Bien que seulement 2 fidèles se soient ajoutés, sa puissance dépasse désormais de loin ce qu'elle était auparavant. Yokito comprend aussitôt que tout dépend de la façon dont on devient fidèle. En effet, les deux sœurs ont été témoins de leurs propres yeux de la puissance divine de Mitama et sont devenues fidèles de leur plein gré. C'est pourquoi la puissance obtenue dépasse largement celle fournie par le blond aux motivations lubriques. De son côté, Mitama prend immédiatement la grosse tête et se prépare à aller démontrer sa véritable puissance aux villageois qu'il a méprisés autrefois. À cet instant, Arlal souhaite justement demander un service à Mitama, ressusciter les soldats qu'elle a tués auparavant. Selon elle, ces soldats ne faisaient qu'obéir aux ordres. Mais Yokito trouve cela trop risqué. Après tous ces hommes les ont déjà tués une fois, surtout ce blond Bertrand qui l'avait transpercé. Avant même qu'il n'ait le temps de s'y opposer, Mitama commence déjà à lancer le sort. Lorsque la fumée se dissipe, les soldats morts reviennent à la vie. Parmi eux, apparaît cependant une jeune fille blonde qu'ils ne connaissent pas.